Puissance réglée. Le vol 800 de la TWA a explosé en plein vol. L'océan est en feu. C'était affreux. 230 personnes ont trouvé la mort. Des témoins parlent de visions d'épouvante. Beaucoup pensaient que c'était un missile. Mon instinct me disait que c'était un acte terroriste. Allez, on s'y met. La recherche de la vérité va opposer l'équipe d'experts du NTSB aux très respectés enquêteurs du FBI. Traces microscopiques de substances explosives d'origine inconnue. On remettait sans cesse sur le tapis la piste criminelle. Pour établir les faits, le NTSB va réaliser l'impossible. On va reconstruire l'avion en entier. Ça semblait infaisable. La soirée est chaude à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. À 8 heures, si vous regardez sur votre gauche. Le départ du vol 800 de Transworld Airlines a presque 1 heure de retard. L'avion gros porteur Boeing 747 transporte 212 passagers. Nombre d'entre eux commencent à se demander quand finira par décoller le vol pour Paris. Si on ouvrait les paris pour savoir quand on va enfin partir. Le commandant Ralph Kevorkian est un pilote chevronné. Mais il ne va s'agir pour lui que de son 2e vol de formation aux commandes d'un 747. Tous les pilotes de ligne, y compris les commandants, sont évalués tous les 6 mois au moins sur le respect des procédures de vol et sur leur capacité à se coordonner avec leur équipage. C'est une mesure de sécurité parmi d'autres, mise en œuvre par les compagnies. $20 qu'on décolle avant la tombée de la nuit. Je prends le pari. Le commandant Steve Snyder pilote des avions pour la compagnie TWA depuis plus de 30 ans. Ce soir, il fera l'évaluation du commandant Kevorkian tout en officiant comme copilote. Janet Christopher est l'un des 14 agents de bord sur cet avion gros porteur. Il fera bien plus frais quand on sera en vol. L'hôtesse fait de son mieux pour assurer le confort des passagers durant l'attente. L'agent de bord principal ce soir-là était très professionnel. Ça ne devrait plus être long. Je vais voir auprès du commandant. Elle était sur ce vol ce soir-là parce qu'elle avait permuté avec une autre hôtesse. Elle voulait être chez elle le week-end d'après parce que son fils Charles allait recevoir son grade d'Eagle Scout. Les passagers s'impatientent. Du nouveau? Pas pour l'instant. Ça suit son cours. La cause du retard est un bagage qui a été chargé à bord alors que son propriétaire n'a pas embarqué. Une anomalie prise très au sérieux par la sécurité aérienne. On était dans un contexte d'alerte très élevé aux États-Unis à ce moment-là. Il y avait toutes sortes de menaces, pas uniquement dans le transport aérien, des menaces très sérieuses. L'attentat à la bombe sur le vol 182 d'Air India, 10 ans plus tôt, a sensibilisé toutes les compagnies aériennes. Les terroristes avaient enregistré un sac bourré d'explosifs à bord d'un avion gros porteur à destination de Delhi. 329 personnes avaient péri. Depuis, tous les bagages enregistrés doivent pouvoir être associés à un passager avant le départ d'un vol. Ton père t'a dit combien ce serait excitant de voler avec nous, Oli? Oui, le grand frisson. Voilà ce qu'il a dit. Oliver Creek, le mécanicien navigant, est une nouvelle recrue qui n'a que 6 vols à son actif. Son père est également pilote chez TWA. Le mécanicien navigant n'avait que 25 ans. Il devait être très fier d'être mécanicien sur le roi des airs, le 747. Tu te joins au pari, Richard? $20 vite gagné. Richard Campbell complète l'équipage. Il doit participer à la formation du jeune mécanicien navigant.
L'attente se poursuit. Les passagers prennent leur mal en patience. TWA 800. TWA 800, j'écoute. C'est réglé. Le passager était à bord depuis le début. Non, c'est une blague. Reçu. Hey, vous me devez 20 $. Ouais, on verra ça à Paris. Mesdames et messieurs, l'équipage vous remercie vivement de votre patience. Nous avons reçu l'autorisation de décoller, nous allons nous engager sur la piste. Poussée de décollage. À 20h19, le vol 800 de la TWA décolle enfin de New York. TWA 800. Corrigez l'altitude. Maintenez à 13 000 pieds pour l'instant. TWA 800, ok. Stoppons montée à 13 000. Stoppons montée à 13 000. Les modifications d'altitude sont courantes lors de la montée qui suit le décollage de JFK. À New York, l'espace aérien est l'un des plus chargés au monde. JFK n'est pas le seul aéroport. Il y a LaGuardia, Newark Liberty, Teterboro. Les contrôleurs aériens doivent coordonner tout ce trafic. TWA 800. Montez et maintenez à 15 000 pieds. Poussée de montée. TWA 800. Montons et maintenons à 15 000 pieds. Quittons 13 000. Oli, poussée de montée. Puissance réglée. Oli, qu'est-ce qui se passe? Brusquement, une puissante explosion met le fuselage en pièces. À l'avant de l'avion, qui s'est détaché du reste, la force centrifuge devait être terrible quand le nez est tombé en piqué. Le tiers avant du fuselage a été arraché. Le reste continue sa course dans le ciel au milieu des flammes. Il a continué sur au moins 300 mètres, peut-être 500, avec des flammes qui sortaient du fuselage. Ça a dû être horrible pour les passagers. Ils ont dû avoir un vent de 250 à 300 nœuds qui soufflait d'un coup dans leur figure. C'était affreux. La télévision a montré des images de débris en feu qui flottaient sur l'océan. Les débris du vol 800 de la TWA jonchent la surface de l'eau à environ 120 km à l'est de Manhattan. 212 passagers, 17 membres d'équipage. 212 passagers, 17 membres d'équipage. Les appareils de recherche et de secours ratissent l'océan. Une nuée de journalistes afflue à Long Island, où des dizaines de témoins décrivent ce qu'ils ont vu. Mon cousin Joe et moi, on traînait sur le quai là-bas quand il m'a dit « Hé Darren, regarde dans le ciel, il y a une grosse boule de feu !» Il y avait des bateaux qui revenaient avec des fragments de l'avion. Ils ramenaient aussi des corps. Il y avait des journalistes partout et la police aussi.
Le National Transportation Safety Board, la FAA et le FBI sont sur le site du crash. À cette heure, aucun survivant n'a été trouvé. Dans un pays en état de choc, les enquêteurs débutent leurs recherches pour comprendre ce qui est arrivé au vol 800 de TWA. Le lendemain matin, il est clair que sur les 230 personnes à bord de l'avion, aucune n'a survécu à la catastrophe. C'est la troisième plus grave catastrophe aérienne dans l'histoire des États-Unis. Al Dickinson, enquêteur principal du NTSB, est confronté à une urgence. Il était capital qu'on puisse déterminer ce qui s'était passé parce qu'il y avait énormément de 747 en service à cette période. Le NTSB assume la direction des investigations. Dans le même temps, le FBI ouvre une enquête pénale. Certains pensent que c'est du seul ressort du NTSB, mais ce n'est pas vrai. Dès qu'il s'agit d'une affaire pénale, on se doit d'intervenir immédiatement. Nous, on était habitués à de vastes périmètres. Eux, à des scènes de crime délimitables avec un ruban. Essayer de délimiter avec un ruban un cercle de 3 km de diamètre sur l'océan, c'est impossible. Ils ont dû apprendre à faire les choses un peu différemment. Le NTSB et le FBI espèrent des résultats rapides, mais l'affaire du vol 800 de la TWA va donner lieu à l'une des enquêtes les plus longues et les plus complexes jamais conduites. À Long Island, un gigantesque hangar d'assemblage d'avions désaffecté commence à rassembler des milliers de débris de toute taille récupérés à la surface de l'océan. Vous pouvez poser ça là-bas. C'était un endroit idéal pour entreposer tous les fragments qu'on récupérait. Il y en avait énormément. Enchanté. J'aurais préféré de meilleures circonstances. Je crois qu'il faut que je vous montre quelque chose. Venez. Les enquêteurs ont rapproché les numéros de siège de la liste des passagers et membres d'équipage. Ils savent où chacun était assis, y compris l'hôtesse Janet Christopher. Elle et son mari étaient des amis proches de ma femme et moi. J'étais à leur mariage. On est presque sûr qu'elle était assise ici. On regarde le siège et on y associe une personne pour qui on avait beaucoup d'affection. C'est bouleversant. Le FBI pense avoir déjà une explication pour cette catastrophe survenue près de Long Island. 3 ans plus tôt, en 1993, des terroristes ont déposé une bombe dans le World Trade Center. En 1995, Timothy McVeigh a fait exploser un bâtiment fédéral dans l'Oklahoma. Dans l'explosion du vol 800 de la TWA, la piste terroriste est clairement privilégiée par le FBI. On disait partout dans la presse que des gens pensaient avoir vu quelque chose monter dans le ciel et heurter l'avion. Beaucoup pensaient que c'était un missile. En 1996, les États-Unis avaient beaucoup d'ennemis qui nous voulaient du mal, vraiment. Le FBI et d'autres sur le front de la sécurité nationale pensaient que c'était à coup sûr un acte terroriste. Je suis sûr que c'est une bombe et qu'on va en trouver la preuve dans les débris. Tenez-moi au courant. Ok. On va voir. Jim Kallstrom a une forte personnalité. On y va. Même s'il ne disait pas qu'il était aux manettes, il donnait clairement l'impression que c'était bien lui qui menait la danse. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une tension entre les services. Il y en a toujours. Allez, on s'y met. On a essayé de garder l'esprit ouvert autant que possible. Ce qui impliquait concrètement de prendre en compte la piste d'un missile, jusqu'à ce qu'on ait une preuve solide du contraire. Pardon. 7 jours après le début de l'enquête, l'équipe qui récupère les débris dans l'océan retrouve un élément essentiel, les boîtes noires.
Dans toute enquête, les enregistreurs de conversation et de données de vol sont déterminants, mais on ne sait jamais ce que ça va donner. Dès qu'on les a trouvés, on les a envoyés à Washington pour analyse. Les techniciens parviennent à récupérer les données, mais elles ne sont guère concluantes. On n'y entend aucune alarme, aucun signe de panique dans le cockpit. On n'entendait que des conversations normales. De même, les données de vol étaient normales, jusqu'au moment où on a entendu un bruit vif, puis plus rien après. Les enquêteurs du NTSB passent des semaines à rechercher minutieusement toute trace d'actes criminels. Ils analysent les débris de la majeure partie de l'avion, un appareil long de 70 mètres. Pendant tout le temps où on était là-bas, on recherchait des indices qui iraient dans le sens d'un missile ou d'une bombe. Ils ne trouvent aucune trace d'un engin explosif. Pas de corrosion, pas de cratérisation. Rien. On n'a pas trouvé de traces de suie avec un motif rayonnant qui aurait pu provenir d'une bombe. On n'a pas vu la micro-cratérisation qui se produit quand une pièce de métal chaud impacte d'autres pièces de métal. C'était pas une bombe. Aucun fragment ne portait de marque d'un engin explosif. L'avion a explosé en plein vol. Mais les enquêteurs sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Au fond, ça a compliqué notre tâche, parce qu'on devait déterminer ce qui s'était passé si le crash n'avait pas été causé par une bombe ou un missile. Ils espèrent que l'analyse du périmètre des débris leur apportera des réponses. Dans une explosion en vol, ce qui se détache en premier peut avoir un lien avec la cause du problème. Les enquêteurs divisent le site du crash en 3 zones. La zone rouge, la plus proche de l'aéroport, et celle où les premiers débris sont tombés à l'eau. La zone jaune est celle où le tiers avant de l'avion s'est abîmé. La zone verte contient tout le reste. Les analyses se concentrent d'abord sur les débris de la zone rouge. À partir de ces débris, on a reconstitué un enchaînement qui montrait qu'ils avaient été les premiers à se détacher. C'est quoi ça? Regardons de plus près. Les débris récupérés ont commencé à nous révéler des choses. Les enquêteurs consultent les plans de construction du Boeing pour identifier les pièces de l'appareil qu'ils examinent. Ah. La poutre ventrale de la voilure médiane de l'appareil. La poutre ventrale court sous le réservoir de carburant de la voilure médiane jusqu'au logement du train d'atterrissage. Les experts se penchent sur d'autres débris de la zone rouge, poussés par l'intuition d'une piste majeure pour l'enquête. Donnez-moi un coup de main. Ils découvrent vite des marques de roussi sur certaines pièces. Il y avait des détériorations liées à la chaleur, avec des compressions et des plis. Les marques de roussi et les dégâts suggèrent une explosion. Mais il faut déterminer précisément où elle a eu lieu. Un bout de poutre qui était dans le sens de l'envergure qui vient du réservoir de la voilure médiane. À l'endroit où on a trouvé la poutre ventrale. Cette découverte oriente les recherches des enquêteurs dans une toute nouvelle direction. On tient quelque chose. L'explosion a dû se déclencher dans le réservoir de carburant. Les premières pièces qu'on a étudiées venaient du réservoir de carburant de la voilure médiane. On était en plein dans le mille. Les experts du NTSB sont convaincus que l'enquête progresse. Mais 5 semaines après le début de leurs investigations, le FBI fait une déclaration stupéfiante. Une analyse scientifique conduite par nos experts fédéraux a révélé la présence de traces microscopiques de substances explosives d'origine inconnue en lien avec le vol 800 de TWA. L'un de nos problèmes dès le début, c'était que le FBI et d'autres intervenants n'avaient pas l'expérience qu'on avait et qu'ils ne parlaient que de bombes, de missiles et de trucs de ce genre. La déclaration est en contradiction avec les éléments découverts par le NTSB.
Je savais que ce n'était pas une bombe qui avait causé la perte de l'avion. Les analyses du FBI révèlent des traces de RDX et de PETN, des substances qui entrent dans la composition des explosifs plastiques. Les mêmes substances qui ont servi 8 ans plus tôt dans l'attentat contre le vol 103 de la Paname. Pour le FBI, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. On représente les citoyens américains, donc on ne fait pas de spéculation. On essaie d'éviter ça, mais mon instinct me disait que c'était un acte terroriste. Il y a une probabilité, une grande probabilité selon nous, qu'il s'agisse d'un acte terroriste. Le NTSB emploie les meilleurs enquêteurs des États-Unis en matière de catastrophes aériennes, mais leur travail est mis en doute. Le fait est qu'inlassablement on remettait sans cesse sur le tapis la piste criminelle. Et de mon point de vue, c'était assez pénible. Leur réputation étant clairement en jeu, ils décident de tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. On va tout réassembler. On va reconstruire l'avion en entier. Les enquêteurs espèrent reconstruire le 747 pièce par pièce. Il pourrait s'agir du seul moyen de prouver au monde entier que le vol 800 de la TWA n'a pas été victime d'une bombe. Mais la tâche s'annonce herculéenne. Il y a une photo prise de haut dans le hangar de toutes les pièces disposées sur le sol. Il y en a des dizaines de milliers. Ça semblait infaisable. Les enquêteurs du NTSB pensent que c'est l'explosion d'un réservoir de carburant qui a causé le crash. Mais ils ne savent pas encore ce qui a provoqué cette explosion. Si vous trouvez des preuves d'explosion d'un réservoir de carburant, vous devez remonter en arrière dans l'enchaînement des faits pour rechercher ce qui a pu déclencher cette explosion dans le réservoir. Il faut prouver 3 choses. Le carburant était inflammable, l'explosion a été assez puissante pour faire éclater le réservoir et enfin, quelque chose a créé une étincelle qui a mis feu au carburant. Commençons par la première, l'inflammabilité. Sous sa forme liquide, le carburant d'avion n'est pas inflammable, mais lorsqu'il est chauffé, il commence à se vaporiser. Associé à l'oxygène présent dans le réservoir, cette vapeur de carburant devient hautement inflammable. À près de 14 000 pieds, l'altitude où le vol 800 de la TWA a explosé, le carburant d'avion doit atteindre 35,5 degrés Celsius pour pouvoir s'enflammer. Mais un élément ne colle pas. Pour Boeing, cette température était impossible. Selon le constructeur, le réservoir logé dans la voilure ne pouvait s'échauffer suffisamment pour permettre la vaporisation du carburant. Le jour de la catastrophe, la température à l'aéroport JFK s'élevait à 30,5 degrés, bien au-dessous du point d'inflammabilité du carburant. La piste du NTSB ne tient pas la route. Les enquêteurs examinent attentivement les plans de l'avion. Un détail troublant retient leur attention. J'ai découvert que les unités de climatisation étaient placées sous le réservoir central. Or, ces unités produisent une forte chaleur. Elles refroidissaient l'appareil, mais ce faisant, elles généraient elles-mêmes de la chaleur. Sur le vol 800 de la TWA, la climatisation avait fonctionné de manière intensive pour rafraîchir la cabine pendant l'attente. Les unités de climatisation situées sous le réservoir de la voilure médiane ont dû tourner plusieurs heures avant le décollage. On s'est regardé et on s'est dit, cette conception est-elle sûre? Je me demande... La chaleur produite par la climatisation aurait-elle pu accroître la température dans le réservoir jusqu'à un niveau dangereux? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On met la clim.
On devait prouver que la température à l'intérieur du réservoir pouvait atteindre le point d'inflammabilité. Si on ne pouvait pas le prouver, comment ça aurait pu exploser? Le seul moyen qu'on avait de déterminer les conditions à l'intérieur du réservoir, c'était d'effectuer un essai en vol. Les enquêteurs décident de reproduire les conditions exactes du vol qui a explosé. Ok, on commence. Même modèle d'avion, même charge de carburant et surtout, mêmes unités de climatisation. On a préchauffé le réservoir de la voilure médiane en faisant tourner la clim plusieurs heures. Les ingénieurs de Boeing ont dû installer 20 ou 30 différents types de capteurs dans le réservoir pour évaluer la température, la pression, les vibrations. L'expérience n'est pas sans risque et elle présente de multiples inconnus. On savait que l'une des conditions pour déclencher une explosion du carburant dans le réservoir était une forte température, mais on ne savait pas laquelle exactement. Le vol d'essai atteint la même altitude que le vol 800 de la TWA. Bon sang. La hausse des températures est inquiétante. Les unités de climatisation sont montées à 158 degrés. C'est la température à laquelle on cuit un poulet au four. On crève les plafonds. Dans le réservoir, la température atteint 53 degrés, 16 degrés de plus que le point d'inflammabilité. C'était déstabilisant parce qu'on était dans un avion du même modèle que celui qui avait explosé. Si vous me demandez si je referais le test aujourd'hui, je dirais non. Ok, on revient au sol. Les enquêteurs sont désormais certains que le carburant est devenu inflammable dans le réservoir central du vol 800 de la TWA. Mais avant qu'ils puissent pousser leurs investigations, un autre rebondissement médiatique intervient. 154 personnes vivant dans la zone de Long Island, où avait lieu l'essai de missiles, ont vu un ou deux missiles s'élever dans les airs. Et certains ont vu une explosion dans le ciel. Pierre Salinger, l'ancien attaché de presse de John Fitzgerald Kennedy, déclare pouvoir prouver qu'un missile a frappé l'avion de ligne et que ce missile a été tiré par la marine américaine. Ce missile a abattu l'avion. Le journaliste Pierre Salinger rend public des images radar non vérifiées montrant un objet non identifié dans le ciel nocturne. Il affirme que l'USS Normandy, un croiseur lance-missiles, a visé accidentellement le 747. Aussi improbable que paraisse cette thèse, le FBI doit la vérifier. On devait examiner la piste militaire parce que l'armée a les moyens d'abattre des avions. En tant que responsable, je ne pouvais rien écarter tant qu'on était incapable de me prouver que ça ne pouvait pas être la cause. Tandis que le FBI examine les affirmations surprenantes de Salinger, les enquêteurs du NTSB continuent de reconstituer l'avion pièce par pièce, espérant ainsi démontrer que la piste du missile est fausse. Parallèlement, ils tentent d'étayer leur propre thèse, celle d'une explosion survenue dans le réservoir. Ok, on a prouvé l'inflammabilité. Maintenant, le deuxième point, la rupture du réservoir. L'une des affirmations du constructeur était qu'en cas d'explosion dans le réservoir de carburant, celui-ci était tellement solide qu'il pourrait la contenir sans problème, que ça ne compromettrait pas l'intégrité du matériel du réservoir ou du fuselage. D'après Boeing, les réservoirs sont conçus pour résister à une pression de 17 tonnes et demie par mètre carré. Les enquêteurs doivent vérifier si l'explosion à bord du vol de la TWA a pu dépasser cette valeur. Ils construisent un modèle réduit du réservoir. On a fait des essais sur différents mélanges air-carburant. On a fabriqué une maquette à l'échelle 1/4 du réservoir avec des parois coupe-feu et toutes les caractéristiques du modèle d'origine. Messieurs, c'est bon ?
Ils remplissent le réservoir avec le même mélange de carburant que sur le vol 800 de la TWA. Puis ils le portent à la même température. Le résultat est édifiant. Le test a montré qu'en cas d'allumage du mélange air et carburant vaporisé, la pression générée dépassait 35 tonnes par mètre carré. La puissance de l'explosion est 2 fois supérieure à ce que le réservoir peut supporter. Le réservoir n'était pas assez solide pour contenir entièrement une telle explosion. Ok, on sait maintenant à quoi s'en tenir. Les enquêteurs doivent encore vérifier un dernier élément de preuve essentiel avant de pouvoir établir avec certitude la cause de l'une des pires catastrophes aériennes aux États-Unis. Une fois qu'on a prouvé que l'échauffement dans le réservoir avait entraîné l'inflammabilité et que ce réservoir n'était pas assez solide pour contenir l'explosion, on devait s'efforcer de déterminer ce qui avait enflammé le carburant. Alors que les experts du NTSB sont confiants dans la direction de leur enquête, le FBI découvre des éléments qui battent en brèche la thèse du missile. L'une des premières choses que j'ai demandé au Pentagone, c'est me fournir l'état des stocks de ses ressources militaires. Donc ce croiseur n'a tiré aucun missile. Merci. Au revoir. On a interrogé tout l'équipage. On a vérifié l'ensemble des munitions présentes sur le bâtiment et bien sûr, on a découvert que ce jour-là, le vol 800 de la TWA n'était pas à portée de tir de l'USS Normandie. Donc l'affaire était close. Si la thèse controversée de Pierre Salinger est désormais discréditée, elle continue de capter l'attention des médias et de l'opinion publique. La marine est suspecte. La marine est suspecte. Pourquoi participe-t-elle à l'enquête? La reconstruction de l'avion de la TWA pourrait être le seul moyen de mettre un terme à toutes les rumeurs. Mais l'enquête, très complexe, progresse lentement et la crainte augmente qu'une autre catastrophe similaire ne se produise. Il était devenu évident pour beaucoup d'entre nous que le réservoir avait explosé. Et ça nous donnait un sentiment d'urgence. Parce que si c'était arrivé une fois, ça pouvait se reproduire. Les passagers voyageant chaque jour à bord d'un 747 sont potentiellement en danger. Ok. On a prouvé les 2 premiers points. Il reste le dernier, le plus important. Le dernier point était de savoir ce qui avait provoqué l'étincelle. On savait que c'était inflammable. On savait qu'il y avait eu rupture du réservoir, mais on ne savait pas où l'étincelle avait eu lieu. Sans étincelle, il n'y aurait pas eu d'explosion. On procède par élimination jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques causes possibles à vérifier. C'est un peu une approche à la Sherlock Holmes. On a passé des mois à éliminer différentes sources d'étincelles. On a étudié la possibilité de quelque chose comme un éclair qui serait entré par le circuit de ventilation. Certains pensaient que peut-être une météorite avait heurté l'appareil. Plus d'1 an après la catastrophe, les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui a déclenché l'étincelle dans le réservoir de la voilure médiane. En désespoir de cause, ils reviennent à un élément qui ne leur avait guère semblé intéressant. L'enregistreur de conversation. Réécoutons. Quand les enquêteurs avaient écouté pour la première fois les conversations dans le cockpit, ils n'avaient rien entendu qui puisse expliquer l'explosion. Ils décident de les écouter à nouveau. On a pu rater quelque chose. Tout le monde écoute bien, ok? Allez-y. TWA 800. Corrigez l'altitude. Maintenez à 13 000 pieds pour l'instant. TWA 800, ok. Stop en montée à 13 000. Stoppons montée à 13 000.
C'était un décollage et une montée plutôt tranquille. Carburant 179. Heure d'arrivée prévue 6h28. La seule chose bizarre, c'était que l'un des membres d'équipage a signalé un indicateur de débit carburant qui partait dans tous les sens. Regardez l'indicateur de débit carburant qui part en vrille. Il n'en a parlé qu'une seule fois. Après, ça a dû rentrer dans l'ordre et ils ont poursuivi la montée. Un avion possède une demi-douzaine de générateurs électriques et toutes sortes de ventilateurs, de moteurs et de pompes qui utilisent ces sources électriques. Le bruit de fond capté par l'enregistreur de conversation du cockpit est une sorte de bourdonnement parasite. Attendez, stop. Reviens en arrière. Montre-moi l'onde sonore. Agrandis-la. Dans la dernière seconde de vol, avant l'explosion, on a 2 décrochages dans ce bruit de fond, dans ce bourdonnement de fond sur la bande. Ce bruit d'origine électrique est allé quelque part. Les enquêteurs sont sur le point de faire une découverte majeure. Il y a eu un court-circuit quelque part dans le câblage de l'avion. Lors d'un court-circuit, 2 points d'un circuit électrique entre lesquels le courant n'est pas censé circuler sont mis en connexion. Seule cette défaillance peut expliquer le décrochage de signal sur l'enregistreur de conversation. On savait qu'il y avait eu un court-circuit quelque part. Ce qu'on ignorait, c'était quelle était la source de cette énergie. Une tâche herculéenne commence. L'examen de tous les câbles électriques de l'avion. On avait 290 km de câbles à passer au peigne fin. Il y en avait dans tout le hangar. Après des heures passées à inspecter le câblage du 747, les enquêteurs découvrent quelque chose d'inquiétant. Ces câbles sont dans un sale état. Les gaines des câbles étaient fissurées. Elles étaient élimées. Quand on a découvert que les câbles étaient abîmés et passablement abîmés, ça a été un tournant. Voyons le circuit de l'indicateur de carburant. Ils vérifient les schémas de câblage de différents avions pour voir par où passent les circuits, notamment celui de l'indicateur de débit carburant. Une bonne partie des câbles de l'indicateur de débit carburant passaient dans les réservoirs. En suivant les câbles, les enquêteurs découvrent un détail stupéfiant. Incroyable. La découverte de faisceaux dans un câblage électrique vieillissant est une avancée majeure dans la recherche de l'étincelle déclenchante. En allant vers le cockpit, le câblage de l'indicateur de débit carburant traversait des faisceaux, incluant des câbles reliés à l'éclairage et à divers systèmes de l'avion. Ces câbles concentrent beaucoup d'énergie. Les câbles alimentant l'éclairage de la cabine avaient une tension qui pouvait atteindre 350 volts. Et ils étaient regroupés avec des câbles de courant alternatif de 5 volts, reliés au capteur de débit carburant dans le réservoir. En cas de court-circuit dans ces faisceaux de câbles, ça pouvait à l'évidence avoir très vite des conséquences tout à fait dramatiques. Il a dû y avoir un court-circuit. Il y avait largement de quoi créer un court-circuit qui atteigne le réservoir et enflamme les vapeurs. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour l'explosion dans le réservoir. La séquence des événements est désormais établie. Pendant le stationnement de l'avion durant 2h30, la climatisation a échauffé le carburant dans le réservoir de la voilure médiane. Le carburant liquide s'est vaporisé et sa température a largement dépassé 35,5 degrés, le point d'inflammabilité. Le mélange air-carburant inflammable est une bombe à retardement. Il ne manque qu'une étincelle pour provoquer la catastrophe. Dans le système électrique vieillissant de l'avion, des câbles sont groupés en faisceaux avec d'autres de plus faible voltage. Certains sont usés et peuvent créer un court-circuit.
Une surtension circule dans le câblage jusqu'à un endroit où elle n'aurait jamais dû arriver. Regardez l'indicateur de débit carburant qui part en vrille. En un éclair, la surtension atteint le capteur de débit carburant dans le réservoir central. Et ça a sauté. Oli, qu'est-ce qui se passe? La thèse de l'explosion accidentelle défendue par le NTSB est désormais étayée. La reconstruction titanesque de l'avion est à présent achevée. Il y avait des milliers et des milliers de pièces sur cette structure très robuste. C'était vraiment impressionnant. J'étais très fier qu'on ait pu prouver avec précision ce qui avait fini par causer la perte de l'avion. Le FBI valide finalement l'explication de la catastrophe par les enquêteurs du NTSB. On a souscrit à la conclusion que le réservoir de la voilure médiane avait explosé, ce qui était déterminant. Nous étions convaincus qu'il s'agissait de la cause. Certains ont dit que le FBI aurait dû se retirer plus tôt, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont armés, donc. Mais ça nous a fait plaisir quand ils ont reconnu finalement qu'on avait vu juste. Après plus de 4 ans d'enquête, le NTSB recommande dans son rapport officiel que tous les Boeing 747 soient contrôlés et que leur câblage soit remis à neuf. Des modifications de conception importantes sont également préconisées, notamment le renforcement de l'isolation entre les réservoirs de carburant et le système de climatisation. Les enquêteurs ont élucidé la catastrophe du vol de la TWA, mais une question subsiste. Pourquoi y avait-il des traces d'explosifs dans les débris? On pense que ces résidus d'explosifs ont atterri là pendant la récupération des débris. Beaucoup de militaires nous ont aidés dans cette tâche. Peut-être que ça s'est détaché de leurs chaussures ou de leurs vêtements. Au final, le FBI nous a donné raison. Le NTSB pense également que les témoins qui disaient avoir vu un missile ont en réalité vu l'avion morcelé en flammes, poursuivant sa course dans le ciel. Le carburant dans les ailes a continué d'alimenter un temps les moteurs. Donc, ils ont vu un objet s'élever, mais c'était l'avion qui se disloquait. Les adeptes des théories du complot ont continué de dire qu'on avait tort. Mais on savait qu'on avait raison. J'en ai eu assez de discuter avec les gens qui croyaient dur comme fer au complot, donc pendant longtemps, je n'ai plus voulu parler de cette catastrophe. L'enquête sur le vol 800 de la TWA a été la plus complexe et la plus ardue à laquelle j'ai jamais participé. Je suis heureux que nos compétences nous aient permis de l'élucider complètement. Ça a pris du temps, mais tous nos efforts et toutes les complications qu'on a connues valaient la peine. Il y a eu des cérémonies tous les ans pendant longtemps à Long Island. C'était très émouvant. C'est pour ça que je n'oublierai jamais.